Eh ben, amis public, bien le bonjour. Je suis de retour. Je suis de retour avec les membres de l'ALDA aujourd'hui pour une réaction sur un live qui a été diffusé sur la chaîne Mister Talk Show le lundi 25 septembre dernier avec le pseudo-chercheur Éric Le Saint. Alors nous avons il est d'utilité publique, j'ai envie de dire, de réagir assez rapidement à ce monsieur qui annonçait plein de choses avec toujours avec beaucoup de bagou, comme il maîtrise très bien le bagou, il maîtrise pas du tout, par contre, ses recherches, ni le sens de la science, ni rien du tout. Il a été relativement agressif, comme il l'est d'habitude. Donc, en réaction à cette vidéo de lundi dernier, j'ai invité Alexis, Faustine et Benoît, membres de l'ALDA. Alors, pour commencer, je vais demander à Faustine qu'elle nous explique ce que c'est que cette association, qui est l'association de la lutte contre la désinformation en histoire, en archéologie et en histoire de l'art. Faustine, bien le bonjour. Bonjour. Alors oui, l'ALDA, c'est une association de lutte contre la désinformation sur 3 domaines, l'histoire de l'art et l'archéologie. Ça veut dire pas plus, pas moins. C'est une association qui est de loi 1901. C'est une association qui n'est pas subventionnée, qui n'a pas été commissionnée par le ministre de la Culture. Et en fait, tout simplement, tous ses membres sont bénévoles. Alors, l'association, elle se positionne contre la désinformation et la réécriture des faits historiques aux dépens des consensus scientifiques. On reviendra sur ce thème ensuite. Et cette désinformation, notamment si elle est au profit d'idéologie, de manipulation, manipulation des discours ou encore de dérives sectaires ou complotistes. Alors, c'est une association, en fait, simplement qui tend aussi à promouvoir l'esprit critique, l'esprit scientifique et partager les connaissances. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur qui sont les membres de l'association. Alors, les personnes qui sont entrées dans l'association, elles répondent à on va dire, 3 points. Ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, par la vulgarisation, par l'envie de partager. Ce sont des personnes qui sont engagées dans cette lutte contre la désinformation, dans la promotion de leurs différents domaines. Et ce sont des personnes qui ont envie d'aider les gens autour, de les aider à ne pas se faire berner. D'ailleurs, William, je pense que ton parcours est très intéressant là-dessus parce que tu as été berné par des vidéos ou des métrages tels que La Révélation des pyramides, par exemple. Et c'est par ta démarche, en faisant preuve d'un véritable esprit critique, par ta démarche scientifique que tu es un peu revenu de tout ça. Et si tu as voulu intégrer l'association, il me semble, c'est parce que tu as envie d'aider les gens à ne pas se faire berner comme tu as pu l'être par la suite. Alors juste une petite parenthèse, se faire berner par ce genre de documentaire, c'est pas grave, enfin c'est grave, mais c'est pas, ça veut pas dire que l'on est plus faible, que l'on est moins intelligent, etc. Ce sont des documentaires qui sont faits, extrêmement bien faits, pour berner le public qui va regarder ces métrages. Juste la petite parenthèse que je vais clore. À tes côtés, il y a un petit peu les membres de l'équipe. Donc, on est plusieurs, des personnes non diplômées, mais aussi des personnes diplômées de master d'histoire de l'art, d'archéologie, en linguistique aussi, et même en thèse, puisque Alexis et moi, nous sommes actuellement en thèse. Et puis, pour la petite parenthèse, moi, je suis en thèse d'égyptologie. Voilà, donc comme quoi il y a des égyptos dans l'association. Je voudrais juste conclure sur un point avec tout ça qui est très important. Là, je vous ai présenté les membres, je vous ai présenté différents profils. Ce sont des personnes humaines avec des parcours différents. Et l'association, elle reste ouverte à toute personne qui souhaite l'intégrer et qui fait preuve de rigueur scientifique. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être diplômé, on peut être diplômé ou pas. Voilà, je vais juste conclure là-dessus en ce qui concerne l'association. Voilà, et moi je vais rajouter que donc j'étais chercheur alternatif et que si vraiment il y a eu des preuves, des sources, des aliens ou des Atlantes ou des géants, j'aurais été ravi et je pense que tout esprit scientifique serait ravi de trouver un os, un fémur de 3 mètres de long. Je pense que ce serait une grande découverte pour l'humanité. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah si, j'aimerais bien être celle qui le découvre du coup. Ce que je veux dire, c'est qu'un esprit scientifique, c'est d'avoir la curiosité. C'est ça. On a envie de savoir. Mais à l'occurrence, bon, en Égypte, on ne trouve que des artefacts égyptiens. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Et c'est beau. Et c'est beau. Mais c'est très beau et ça Et je reste le très répète. merveilleux et incroyable. Voilà. Donc on a pendant ce live, on a eu beaucoup d'informations, j'allais dire, mais non, c'est pas le cas. On a eu beaucoup
On a eu Éric Lessin qui n'arrêtait pas de parler, tout le temps, qui coupait la parole tout le temps, qui a été très agressif comme d'habitude, et qui a parlé de pseudo-chercheurs. Il paraît que les archéologues seront des pseudo-archéologues. Pierre Talley serait un guignol, enfin comme d'habitude. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer ce que c'est que la science et l'esprit scientifique? La science, c'est un ensemble de disciplines dont l'objectif est de comprendre les phénomènes divers et variés. Les phénomènes physiques, les phénomènes humains, les phénomènes naturels, et pour les comprendre, eh bien, de les confronter aux sources et de les objectiver. C'est de comprendre ces phénomènes qui est mis en avant. C'est donc des champs extrêmement larges, extrêmement vastes. Ça a beaucoup évolué dans le temps. La science telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt une émission du 19e siècle. Et pour l'ALDA en particulier, nous, on est travaillé sur les sciences humaines, donc histoire de l'art, archéologie. Et les sciences humaines en particulier, elles ont pour objectif de comprendre les sociétés humaines à partir des sources et de comprendre leur évolution. D'accord. Alors d'après Éric Lessard, la science, l'ALDA, les gens comme nous, on a une pensée sectaire, c'est-à-dire on voudrait imposer notre vision des choses, alors que c'est pas le cas, parce qu'on se base encore une fois sur les sources. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la différence entre une secte et une pensée scientifique, en fait? Du coup, pour la secte, je vais prendre simplement la définition de la Miviludes, mais en faisant une petite parenthèse auparavant. Le terme secte, au départ, c'est la séparation d'un groupe dans une religion. On aurait pu parler, par exemple, d'une secte de Jésus lorsqu'il y a une scission. Donc, c'est pas quelque chose qui est négatif à la base. C'est quelque chose qui va devenir négatif avec le temps. Et quand on prend la définition de la Miviludes, on se rend compte que c'est très négatif. Alors, elle explique qu'il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois, au règlement des droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou activité, de personnes ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une autre personne un état de sujétion psychologique ou physique, le privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences pour cette personne, son entourage ou pour la société. Donc c'est lourd, une dérive sectaire, c'est pas juste un groupe de personnes qui s'amusent à penser différemment d'autres personnes. Alors, c'est rigolo parce qu'en t'écoutant, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça avec l'RDP. Je suis désolé, mais du coup, j'ai vraiment l'impression que ces gens-là m'ont manipulé et un petit peu dans l'esprit de secte. Alexis, je t'en prie. Pour reprendre ce que dit Faustine, il faut bien aussi mettre l'opposition entre le concept de science et le concept de religion. La religion, c'est un ensemble de croyances et de dogmes, au sens strict du terme. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre religion et science, c'est que dans une religion, il faut croire, il ne faut pas démontrer. Et la démonstration n'a pas de sens. Il suffit de croire en quelque chose pour adhérer à une religion. Et ensuite, il y a un système, évidemment, de réflexion qui peut se faire autour, qu'on retrouve par exemple dans la théologie. Au contraire, en science, il n'y a pas de croyance, jamais, puisque aucune vérité n'est vraie dans l'absolu. Toute vérité n'est vraie que pour le temps où elle est démontrée. Et donc elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Et en science, on a vu évoluer ces concepts de manière différente, en histoire, en physique, en chimie, etc. Alors qu'en religion, les vérités sont énoncées et sont vraies à tout jamais. Alors, selon les disciplines en histoire, selon les aires géographiques et culturelles, tu peux avoir des créations de nouvelles méthodes de travail ou d'écoles spécialisées, que ça soit en archéologie, en linguistique, en histoire ou dans d'autres champs d'application. Et en fait, ces champs-là affinent la recherche, reprécisent le cadre, remet de nouveaux paradigmes ou de nouvelles hypothèses de travail, sans pour autant, on va dire, rendre obsolète ou contredire l'antécédent de la recherche. C'est-à-dire que la recherche se nourrit d'elle-même, apporte pas des faits nouveaux, mais des éléments de compréhension nouveaux qui nous permettent d'expliquer ces faits. C'est justement toute la démarche contraire
de la démarche scientifique et historique en général, comparativement aux pseudo-historiens qui, eux, se posent clairement en fait-vérité, alors que le scientifique ne recherche que la compréhension des faits qu'il a devant lui. Voilà. Et puis comprendre vraiment les civilisations antiques. Enfin, là, en l'occurrence, les civilisations antiques. Comprendre les personnes. Comment ils vivaient, comment ils pouvaient penser éventuellement. Et comprendre n'est pas uniquement comparer, parce que les pseudo-historiens essaient uniquement de comparer le peu qu'ils ont trouvé comme élément tangible ou qui pensent tangible à interprétation, et eux justement n'interprètent uniquement par rapport à leur observation première, sans étude de source, sans étude de données. Et une comparaison, une interprétation seule n'a aucun sens. Ouais. Alors c'est vraiment le cas d'Éric Le Saint, parce que Éric Le Saint ne lit absolument rien. Moi je lui ai proposé de lui prêter les peu de livres que j'ai, de lui filer toutes mes études sur une clé USB, là j'en ai des centaines. Il a carrément refusé, hein. Il refuse de lire parce qu'il sait très bien que ça va contredire toutes ses croyances, parce qu'il est vraiment croyant. Alors pendant le live, il a été, moi je trouve, très agressif. Il nous a donc traité de sectaire, il nous a traité aussi de zététicien. Alors, est-ce vous pouvez expliquer au public ce que c'est que la zététique, s'il vous plaît? Moi, j'en serais incapable parce que je ne sais pas vraiment exactement ce que c'est que la définition de zététique. Pardon. La zététique, c'est un terme assez récent. Alors, c'est un terme grec au départ, hein, qui est l'art du doute, mais c'est au départ un terme plutôt, je dirais, rhétorique, hein, ou philosophique. La zététique, telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est un champ de recherche dans la science très particulier qui consiste à essayer d'expliquer les phénomènes paranormaux à travers une démarche scientifique. En gros, essayer de comprendre ce que serait par exemple le mentalisme, mais à travers de recherches scientifiques, c'est-à-dire à travers l'expérimentation. Par exemple, on mettrait des mentalistes entre eux, on leur ferait faire des expériences et on verrait les résultats. Et donc c'est cette démarche-là qui est au départ. Donc c'est une démarche d'un champ de recherche complètement particulier qui est entre sciences cognitives, entre sciences humaines, entre plein de domaines différents. Aujourd'hui, le terme zététique a été très largement dévoyé, notamment par les pseudo-scientifiques, qui en font un espèce de grand sac de leurs opposants. Tous leurs opposants sont des zététiciens, et ces zététiciens, ils sont dans une espèce de hyper-critique de leurs propres sources, de leur propre domaine de recherche, alors qu'en réalité, très peu de ceux qui les critiquent sont des zététiciens. Nous ne sommes pas des zététiciens, nous sommes des historiens, des archéologues, des historiens de l'art, des linguistes, des youtubeurs, enfin vraiment des gens qui ont des formations qui n'ont rien à voir avec les zététiques. On ne fait absolument pas de la zététique, mais c'est devenu une espèce d'insulte facile et commune qui est utilisée par beaucoup de chercheurs, notamment par Éric Le Saint, pour essayer de créer un ennemi. On serait les méchants zététiciens qui seraient à la solde de divers États pour les empêcher de chercher, et eux seraient les grands chevaliers blancs à nous raconter des sornettes. D'accord, de toute façon, il passe de... Moi, il m'a beaucoup, je parle de mon cas, mais il m'a beaucoup insulté en 2 ans. Je suis passé de facho à collabo à zététicien, donc on ne sait pas trop, est-ce que c'est le même sac, est-ce que, pas dans sa tête en tout cas, ça a l'air d'être dans la même boîte en tous les cas. Au-delà même appellation par rapport à zététicien pour façonner l'ennemi, c'est par rapport au façonnage de l'ennemi du fait que Monsieur Le Saint nous accuse, nous, d'être zététiciens. C'est qu'en fait, pour lui, c'est beaucoup plus facile de nous donner cette étiquette, vu que la zététique essaie de reproduire par l'expérimentation des faits, disons, qui sont peu difficilement explicables uniquement par la méthode de source de données, on va dire, classique au niveau historique. Alors, Monsieur Le Saint essaie par différentes expérimentations de refaire un coffre ou prendre des mesures hautement fantaisistes pour expliquer quelque chose que lui comprend uniquement par son interprétation propre, et qu'il nous rejette sur nous le rôle de zététicien uniquement pour dire « je vous ai vaincu », clairement, et il ne nous considère pas en tant que ce qu'on est nous-mêmes, historiens de l'art, chercheurs, linguistes, etc. Alors, dans les nombres également de mots valises, comme le définit très bien Benoît, le terme de consensus a été utilisé par M. Le Saint de manière complètement erronée. Lui, il a expliqué que le consensus scientifique, c'est un dogme, alors qu'on a bien montré que la religion contient des dogmes, mais que la science n'a pas de dogme. Et en réalité, le consensus scientifique, tel qu'il est défini par les scientifiques eux-mêmes,
c'est un terme très important pour eux. Alors, je vais donner une définition qui est celle de l'École nationale supérieure de Lyon, hein, dans sa partie géographie. Hein. Un consensus scientifique est une vérité établie sur un ensemble de preuves vérifiables, acceptées par la communauté scientifique, valable pour une période donnée, en fonction des connaissances de l'humanité de cette période. Hein. Donc, très clairement, c'est un moment, un instant particulier de la connaissance. En gros, les scientifiques, les chercheurs se mettent d'accord, vu l'état des connaissances, sur un nombre de termes, un nombre de paradigmes dont on se sert, hein, qui forment le consensus, qui permet de servir de base à la recherche, de passer à l'étape supérieure, et évidemment, qui est tout le temps remise en cause. Alors, on ne va pas prendre des exemples, on en a 50 000, mais par exemple, un terme comme la féodalité, qui est un terme classique de l'histoire médiévale, le consensus a énormément évolué depuis 100 ans. Monsieur Le Saint et ses comparses pensent faire de la recherche, sauf qu'au minimum, même avec ou sans diplôme, on peut rejoindre un colloque ou proposer une publication scientifique. Alors, il y a différents niveaux d'articles, revue 3, revue 2, revue 1, et ils peuvent soumettre à un petit et une revue de niveau 3 leurs propositions, et ils auront une réponse. Alors, il y a peu de chances qu'ils soient publiés, mais au moins ils auront un débat à peu près équilibré sur la méthode de leurs travaux. Alors, j'aimerais préciser pourquoi nous, on est là à répondre. C'est que clairement, on le fait dans le but de l'association et qu'en général, vu le profil qu'ils ont, un universitaire ne prendra jamais son temps de parole à parler avec des gens comme eux. Au niveau de la méthode, vu qu'eux veulent peu faire de publications scientifiques par l'écrit, ils se contentent uniquement de faire des vidéos et ça va être leur seul canal de communication. Pour un historien ou autre en général, le niveau le plus bas qu'il fait, c'est lors d'un colloque, il fait une intervention orale et c'est là qui lui permet de jauger pour savoir si ses hypothèses de travail sont bonnes. C'est pas de l'écrit, c'est uniquement de l'oral. Eux, leur démonstration qu'ils font, c'est uniquement une communication orale et vidéo pour uniquement rentrer ce que Alexis avait précisé, la symétrie du débat. C'est uniquement pour eux un joute verbal. Et au sein de l'association, Faustine avait précisé la notion lutte, parce que nous, c'est pas uniquement qu'on cherche à les débunker, on cherche plutôt à les orienter, à leur dire non, votre méthode de travail est mauvaise, vous devriez travailler comme cela. Pendant les 2h30 d'émission, Éric Le Saint a eu uniquement une bonne hypothèse par rapport à ses mesures et à ses mètres. C'est quand il a comparé l'étalon de mesure pour un vêtement et la coudée égyptienne. Ça peut marcher. Dans d'autres aires culturelles, tu peux avoir une mesure faite uniquement pour les vêtements qui est de telle longueur et la même mesure de la même longueur qui sert uniquement pour la distance. Ça existe. Sauf que dans le cas égyptien, c'est un contresens. Mais l'hypothèse qu'il a donnée était juste. Alors, enfin, je conseille de voir mes 5 vidéos qui sont pas des grandes vidéos de YouTube, mais en tous les cas, parce que je sortais juste de la recherche intensive, j'étais un petit peu vénère qu'on m'ait pris pour un zozo. Mais en tous les cas, sur 5 épisodes, avec Alexis et moi tout seul, on explique pas mal ce que c'est que le maître et la coudée, comment elle aurait pu être cachée, par qui et pourquoi, parce qu'Éric Le Saint, encore une fois, nous le dit jamais, par qui, comment et pourquoi le maître a été caché, et surtout il n'explique rien, absolument rien. Et il nous explique beaucoup que Alexis est un clown, que je suis un clown, que toi tu es un pseudo-historien, que Pierre Tallet est un guignol. Enfin, il y a beaucoup d'attaques personnelles, encore une fois. Donc, je ne sais pas si Alexis, tu veux nous en parler un petit peu déjà comment tu vis ça, parce que c'est fatigant en fait, c'est extrêmement fatigant. Alors, on rentre là très très clairement dans les limites d'un débat avec un pseudo-historien et spécialement avec Éric Le Saint, puisqu'il n'est pas du tout dans les termes de ce qu'est un débat. Hein. C'est pas possible de débattre avec quelqu'un qui remplace les sources et les travaux de recherche par des attaques personnelles complètes. Hein. Par exemple, effectivement, il a répété, parce qu'il est allé voir sur LinkedIn, que je n'étais qu'un guide touristique en recherche d'emploi, ce qui est faux, hein, voilà, pour évidemment négliger le fait que je suis un chercheur en histoire, hein, inscrit en thèse, et que j'ai un diplôme d'histoire et un diplôme d'archéologie. Alors c'est une manière évidemment d'essayer de montrer
que l'autre, que son adversaire n'a pas la légitimité face à lui, ce qui est évidemment totalement faux, hein. Il faut rappeler que Monsieur Le Saint ne met pas en avant des diplômes spécifiques en archéologie ou en histoire, donc il n'a pas de diplôme lui-même, hein. Comment on le vit? Sur le coup, c'est pas très agréable, hein. Voilà, on aura l'occasion sans doute de reparler plus tard. Puis au bout d'un moment, on s'en moque totalement parce que ça montre simplement que Monsieur Le Saint ne sait même pas chercher sur un site LinkedIn. Hein, il n'est même pas capable d'aller chercher la ligne d'en dessous pour voir mes diplômes. Voilà. Même chose quand il dit les membres de l'ALTA ne sont pas légitimes à me débunker parce qu'il n'y a pas d'égyptologue. C'est faux. Hein. Il y a 2 personnes qui travaillent sur des thèses en égyptologie aux membres de l'ALTA. Et quand bien même ce ne serait pas le cas, eh bien, on irait se retourner vers des égyptologues quand on a des questions trop précises que l'on ne contrôlerait pas. Parce qu'évidemment, c'est ça aussi la démarche scientifique, ça consiste à aller interroger les spécialistes de la question. Donc, c'est évidemment quelque chose qui montre que débattre avec un Monsieur Le Saint, c'est totalement impossible, qu'il remplace ses arguments par les attaques ad hominem. Encore une fois, c'est pas agréable au début, puis au bout d'un moment, on se rend compte que ça n'a aucun sens parce que ça n'a aucune valeur. C'est même pire pour Monsieur Le Saint parce que le fait qu'il montre qu'il fait des attaques ad hominem ou ad personam montre qu'il n'a aucun argument sur le fond et que les seuls arguments qu'il arrive à passer, c'est de dire ils sont méchants, ils sont tous méchants, ils n'ont pas les diplômes, ils sont tous méchants, mais ils n'ont pas les diplômes, mais ils sont tous méchants, donc ils ne peuvent pas me parler à moi. C'est ça. De toute façon, pour s'en rendre compte, il y a juste à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Hein. Faustine en prend plein la tronche, j'en prends plein la tronche, j'en prends plein la tronche. Bientôt Benoît, parce que maintenant tu apparais sur ma petite chaîne, donc ça va être ton tour. Hein, chacun son tour. Faustine, je voudrais juste aussi que tu nous dis, enfin, Éric Le Saint, pour nous combattre entre guillemets, il a changé le nom de sa chaîne pour prendre un nom qui ressemble à l'ALDA. Moi, ça m'a sidéré. Comment t'as réagi humainement? Pareil, hein, sur le coup, ça m'a quand même pas mal énervé. Et puis en fait, après, j'ai trouvé cette démarche juste extrêmement basse. Ça veut dire que pour pouvoir entrer en guerre contre nous, je pense qu'il est clairement en croisade, hein. C'est ça. Il s'abaisse aux insultes, au mépris, à la diffamation. Ça aide pas à le prendre au sérieux, pas du tout. Donc après, en ce qui concerne l'ALDA, l'association ne va pas en pâtir. Parce que bon, voilà, c'est Éric Le Saint et mon avocat est prévenu et voilà. Ça montre encore une fois ses limites de débat, hein. C'est-à-dire que Monsieur Le Saint n'est pas dans un débat, il est dans un match de boxe. Son objectif n'est pas du tout de montrer qu'il a raison sur le fond. Hein, son objectif, c'est de détruire son adversaire, hein, comme s'il était sur un ring, et pour essayer de non pas montrer que son hypothèse serait la meilleure, mais de montrer que les hypothèses des autres, elles ne vaut rien parce qu'on serait mauvais. Alors, d'abord, ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça que le débat scientifique se construit, hein, mais surtout, ça montre parfaitement que son objectif n'est absolument pas de faire de la science, mais d'imposer ses croyances. Et d'imposer ses croyances qu'il estime vraies parce qu'il aurait démontré grâce à des outils pas solides, en contradiction aux sources, avec les sources de terrain, mais ce ne sont que des croyances. Et comme nous, on explique que M. Le Saint essaye de mettre en avant des croyances, eh bien, ça retourne chez lui non pas une tentative d'expliquer que son hypothèse est la meilleure, mais simplement de nous attaquer frontalement uniquement par des attaques ad personam et ad hominem, hein, ce qui est vraiment, encore une fois, le niveau zéro, hein, du débat scientifique. Hein. Dans la liste des sophismes, hein, l'attaque ad personam, c'est vraiment quand on n'a plus aucun autre argument à opposer. Alors, oui, complètement, William, c'est effectivement, on peut parfaitement mettre en avant des hypothèses et s'appuyer sur d'autres méthodes. Hein. Il n'y a pas de méthode totale, hein. Il y a plein de méthodes différentes en histoire, en archéologie, en histoire de l'art. Bon. Mais, en revanche, ce qui est très clair avec M. Le Saint, c'est qu'il ignore totalement les sources. C'est absolument inconcevable à ce niveau-là. Je veux dire, on n'en est même plus à simplement les négliger. Il les ignore. C'est-à-dire que, par exemple, il met en avant l'idée qu'il y a un ordre de construction des pyramides qui n'est pas celui connu par les sources écrites. On lui dit, oui, d'accord, mais la pierre de Palerme, elle ne dit pas ça. Hein. Et lui, évidemment, il dit, la pierre de Palerme, prouvez-moi qu'elle n'a pas été écrite plus tard. Donc là, non seulement il ignore la source, mais en plus, il se livre à l'hypercritique. L'hypercritique, hein, ça veut dire qu'on va ultra critiquer une source
qu'on l'oppose, et puis en revanche, on ne va pas critiquer les sources que nous on amène, hein, pour essayer de démonter tout le débat sur une seule des sources, et non pas sur l'ensemble des sources. Alors, il faut rappeler que l'hypercritique, c'est la méthode préférée des négationnistes. Les négationnistes, depuis qu'ils existent, ils utilisent clairement l'hypercritique, pour notamment mettre à mal les travaux des historiens, hein, qui montrent parfaitement que l'Allemagne nazie a détruit les Juifs en Europe. Bon. Et dernier élément dans cette asymétrie du débat, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, hein, chez Monsieur Le Saint, c'est une habitude, hein, c'est une marque de fabrique, hein, quasiment. Hein. C'est-à-dire que c'est jamais lui qui va démontrer que son hypothèse est vraie, il va nous demander de nous montrer que nous, les hypothèses de consensus qui sont consensuelles et qui sont connues par les sources sont vraies. C'est pas comme ça que ça fonctionne en science. En science, c'est à lui de démontrer qu'il a raison. Il a lui à démontrer que son hypothèse, elle est vraie, qu'elle s'appuie sur des sources et qu'elle est solide. Il ne le fait jamais. On a même montré dans un article, hein, que son hypothèse ne fonctionne pas du tout et qu'elle part dans tous les sens, hein, et qu'elle ne s'appuie jamais sur les sources de terrain. Jamais il n'a été capable de montrer que l'article que l'on a écrit est peut-être mis en défaut, hein, et au contraire, il nous redemande une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois des preuves de ce que l'on avance, alors que les preuves, elles existent, hein, mais comme il ignore les sources, hein, ce qui revient à mon point de départ, eh bien, il n'en est pas capable. Ouais, moi, je l'ai invité, je crois, 14 ou 15 fois en tout à venir sur ma petite chaîne nous exposer ses hypothèses et après répondre à mes questions. Il m'a dit non, c'est à toi à répondre à mes questions. En fait, tout le temps. Et c'est à moi de prouver que les pyramides sont égyptiennes. Alors, comme c'est lui qui dit qu'ils ne sont pas égyptiennes, je pense que c'est plutôt à lui de dire, bah voilà, je pense qu'elles sont pas égyptiennes parce que. Chose qu'il n'a pas faite, je rappelle, sur la mission, sur le live de Mister Talk Show. Hein. Absolument pas. Oui, je voudrais conclure sur le fait que ce soit comme les insultes fachos, etc., injures publiques ou diffamation, ce sont des délits en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit d'atteindre l'intégrité d'une personne comme ça. Et qui dit puni, dit peine derrière aussi. Donc je pense que certaines personnes qui utilisent et qui usent de la diffamation et de l'injure publique de manière quasi systématique devraient se rendre compte qu'à un moment donné, la justice va leur tomber sur le nez parce qu'en fait, c'est ce qui risque d'arriver. Comme je dis, la diffamation, c'est pas gratuit, c'est un délit. Il faut préciser, hein, que durant ce live, M. Le Saint a clairement diffamé l'ALDA. En traitant l'ALDA de religion, c'est une diffamation. Hein. Nous ne sommes pas une religion, c'est une association de loi de 1901, donc ça n'a rien à voir avec une religion. En traitant Thomas David, en expliquant qu'il a pris la place d'une autre personne pour essayer de traquer une vidéo d'Éric Le Saint. C'est faux, c'est un mensonge, c'est la diffamation. Hein. Et il m'a diffamé moi, en indiquant que je n'avais pas les diplômes, que je n'étais ni historien, que je n'avais aucun diplôme d'archéologie ni d'histoire. C'est de la diffamation. Donc, c'est 3 cas particuliers, hein, sur lesquels il est venu. Donc on est très clairement chez M. Le Saint dans ce débat, dans des attaques diffamatoires au sens strict de la loi. Sachant que ça s'applique à toutes sortes de plateformes. Ça peut être oral, ça peut être texto, ça peut être appel et ça peut être vu sur Internet aussi. C'est pas parce qu'on est derrière son écran que l'on est protégé lorsqu'on insulte des gens, surtout quand on est face caméra. Alors moi, je suis allé voir les gendarmes 2 fois, hein, pour Monsieur Éric Le Saint, et les gendarmes m'ont dit c'est extrêmement grave. Hein, de traiter quelqu'un de facho ou de collabo, c'est des attaques extrêmement graves. 39-45, ça n'a pas été anodin, les gars. Vraiment pas, c'est pas du tout anodin. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte que actuellement, donc là, on parle de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Actuellement, en ce qui concerne la justice française, elle est très, très, très sensible à ce qui se passe sur les réseaux sociaux vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer précédemment. Et il me semble qu'il s'agit de construire une espèce de petite jurisprudence, petite, pas forcément, et que du coup, les peines, elles sont appliquées. Enfin, les peines sont lourdes et on veille à ce qu'elles soient appliquées. Donc c'est pour ça, je pense qu'on peut tous réagir intelligemment, éviter de diffamer, d'insulter ou autre les personnes sur Internet, ça sera mieux pour tout le monde. Non, il faut rappeler que la diffamation, c'est quelque chose effectivement de très clairement encadré par la justice. Hein, c'est encore une fois une atteinte à l'honneur et l'intégrité de la personne. Et il faut encore une fois rappeler que c'est un argument qui n'est évidemment pas du tout scientifique, c'est même le contraire, c'est l'inverse de l'argument scientifique. Hein. C'est l'argument qui consiste à essayer de faire taire l'autre personne, non pas pour ce qu'elle dit, mais parce qu'on pense qu'elle est. Bon. Alors, quand on se trompe
à ce point-là, et quand on ne sait pas chercher à ce point-là comme M. Éric Le Saint, c'est très embêtant hein, pour quelqu'un qui se dit être un chercheur ambitieux. On est plutôt dans un chercheur calamiteux ici. Hein. Et puis, ça montre qu'il n'a au fait, en réalité, aucun argument à opposer aux gens qui expliquent que son hypothèse elle est complètement fausse et ne repose sur rien. Non, simplement dire que ce type de débat montre qu'il est quasiment impossible de débattre avec un croyant, hein, qu'il est dans ses convictions et ses croyances et que lui, c'est un match de boxe, hein, c'est pas du tout un débat scientifique. Hein, et si, par exemple, je n'ai pas débattu avec lui, c'est qu'il n'a jamais mis en avant les conditions normales et sereines d'un débat, hein, donc c'est pas la peine de débattre, hein, et que ce type de comportement a tendance plutôt à renforcer nos convictions et notre volonté à débunker les contenus problématiques plutôt qu'à nous faire taire. C'est ça. Et moi, je vais rajouter mon avis personnel de petit youtubeur et puis aussi de metteur en scène, c'est qu'une émission, ça se prépare beaucoup plus que ça, à mon goût. Je pense que là, il aurait fallu peut-être préparer quelques questions à poser à Monsieur Éric Le Saint et peut-être se forcer aussi à lui couper même directement son micro quand il commence à nous insulter, peut-être lui dire stop, Éric Le Saint, vous n'êtes pas là pour insulter les gens. Point final. Je voudrais aussi rajouter quand même, parce que c'est quand même vachement important, Éric Le Saint a attaqué l'émission en disant que, déjà en citant mon prénom, je sais pas, 5 ou 6 fois déjà dans le premier quart d'heure, j'étais halluciné, en disant que je suis un ami à lui, en disant aussi que je suis un super comédien. Alors je voudrais préciser, tout ça c'est du mensonge pour vous manipuler. Nous avons été potes physiques, parce que nous sommes presque voisins, nous habitons dans la même région. Et que depuis 2 ans, il me traite de facho et donc nous sommes absolument pas potes. Et de là à juger mes talents de comédien, c'est impossible parce que depuis que je le connais, je suis handicapé, donc j'ai arrêté d'être comédien depuis 2011. Donc il ne m'a jamais vu jouer la comédie. Donc méfiez-vous de ce que dit ce monsieur. Il ment comme un arracheur de dents, comme on disait dans le temps. Voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est extrêmement important. C'est de la manipulation. Hein, faut pas rêver. Voilà, messieurs, mesdames, un petit mot de la fin ou c'est tout bon? Un truc, c'est que si les gens passionnés d'histoire de l'art, d'archéo ont des questions à poser ou souhaitent avoir des sources concrètes, réelles, ou pouvoir entrer en contact avec des spécialistes, ils peuvent passer par l'association. Voilà, plutôt que de passer par des personnes qui sont pas forcément très à cheval sur la méthodologie scientifique. Bon, mesdames, messieurs, plus dans le bus, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. J'ai accueilli Lalda sur ma petite chaîne parce que pour l'instant, la chaîne de Passé à Recomposer, on s'en est pas accaparé au sens propre du terme, donc c'est pour l'instant. C'est pour ça que j'ai proposé à mes amis de Lalda de faire cette petite vidéo sur ma petite chaîne En avant les histoires. N'hésitez pas d'aller voir mes autres vidéos, surtout sur Joli Cover. Vous allez voir, il y a du très très lourd. Et puis Joli Cover ce combat en mettant plein de pouces rouges sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour un petit peu équilibrer le truc parce que là j'en ai pris vraiment plein la tronche. Voilà, mesdames, messieurs, bonne journée et à plus dans le bus. Ciao.